parole qui est libérée par mon statut syndical, tout simplement. C'est d'ailleurs que quand on parle de l'indépendance de la justice, le fait que des magistrats puissent être syndiqués est dans le cadre du statut des juges européens, reconnu comme un moyen d'exercer une indépendance, hein, de parole, de pensée, etc. Donc c'est l'un des éléments, d'ailleurs le Front National le comprend bien, puisque dans le programme du Front National, il y a l'une des premières mesures, c'est la suppression des syndicats dans la magistrature. Voilà. Donc plus après, maintenant, il paraît qu'ils veulent mettre en place aussi le serment au président de la République. Donc ce sera total. Je suis donc dans la magistrature depuis 1986, ça commence à faire. J'exerce actuellement mes fonctions au tribunal de l'instance de Perpignan. J'ai fait toutes les fonctions, en gros. Peut-être, à part juge des enfants, j'ai fait toutes les fonctions de première instance, et aussi en appel, puisque je suis à la cour d'appel de Lyon. Donc au pénal et au civil. Donc voilà, j'ai une vision un peu complète du fonctionnement judiciaire, enfin en temps et dans la diversité des fonctions. Aussi bien l'instruction que l'application des peines, le civil, le droit des contrats, référé, même j'ai fait des remplacements en tant que président de tribunaux. Enfin voilà, donc conseiller. Donc j'ai fait aussi, dans le cadre du syndicat de la magistrature, on a écrit quelques livres. Le principal livre qui est plus proche, enfin qui a été vraiment une création personnelle, c'est La décadence sécuritaire, qui est sorti en 2007. Avec Ulrich Chachli, où on a essayé déjà de mettre en place une réflexion sur l'évolution du sécuritaire en France, dans le cadre de la justice, évidemment, et effectivement, on a été un peu annonciateur de tout ce qui s'est passé, donc depuis. Ça fait depuis 2001, en tout cas, que je fais des conférences contre, non pas, alors on pourra en discuter, mais l'évolution sécuritaire idiote que notre pays subit. Voilà, je pourrais dire ça comme ça. Je ne suis pas contre effectivement le fait qu'on soit protégé, mais la manière dont on le fait là, ça nous dessert, à mon avis, au niveau de la protection elle-même, et ça aboutit finalement à l'inverse. L'état de droit où on est tout. Parce que l'état de droit, tout le monde en parle, et on peut se demander ce que c'est. Alors moi, je vous donne une définition simple, finalement, qu'on trouve sur Internet quand on fait état de droit. Une notion qui nous provient de la philosophie allemande, état de droit, est une doctrine empruntée à la jurisprudence allemande, qui désigne un système institutionnel dans lequel la puissance publique doit respecter le droit. Donc ça veut dire qu'il y a une limite, que l'État respecte certaines limites. L'état de droit se veut opposer à la notion d'État fondée sur l'utilisation arbitraire du pouvoir. En fait, en bref, l'état de droit, ce serait un peu le contraire des droits de l'État, du droit de l'État. C'est-à-dire, en fait, ce serait le droit des citoyens, du collectif et des droits individuels. Alors, cette notion de lutter contre l'arbitraire de l'État, et donc, elle est en fait étroitement liée à trois autres notions, qui sont le respect de la hiérarchie des normes, et je vais vous en parler, la séparation des pouvoirs et le respect des droits fondamentaux. Trois concepts qui permettent d'asseoir finalement la notion d'état de droit. Kelsen disait, c'est un penseur du début du XXe siècle, un juriste, État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées, de telle sorte que la puissance de l'État s'en trouve limitée. L'État doit finalement se conformer à des normes supérieures. Alors en France, il y a une espèce de pyramide des normes, on part du règlement, et puis on arrive jusqu'à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la Convention européenne des droits de l'homme, qui sont finalement les principes fondamentaux sur lesquels notre État fonctionne en respectant des principes. Cette confusion qui se met en place est une confusion qui se met en place certes dans le cadre national, mais en cadre international aussi. Moi, je trouve qu'on nous parle actuellement du terrorisme, l'État islamique, etc. Bien. Mais à la base de tout ça, il y a effectivement des revendications religieuses, etc. D'accord.
Mais à la base, il y a quand même une intervention en Irak. Les Américains, je dirais de l'Empire. Et cette intervention, elle a été... je trouve que c'est l'un des moments contemporains où on a détruit le droit international. En nous expliquant, par un mensonge éhonté, je ne sais pas si vous vous rappelez de la campagne d'Obama, la campagne présidentielle. Obama avait plus ou moins dit qu'il allait traduire Bush pour haute trahison. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à l'ONU, lui-même et son général, je ne sais plus comment il s'appelait, Colin Powell, a développé un mensonge éhonté en disant que l'Irak avait des armes de destruction massive. Ce qui était manifestement un mensonge. Il y avait aussi en coup le Premier ministre britannique. On a détruit à ce moment-là, on nous dit, oh, de toute façon, vous savez, les États, ils s'arrangent, ça. Oui, sauf que là, on est dans un concept, dans un cadre un peu juridique quand même. C'est-à-dire que le droit de la guerre, c'est un droit qui a été un peu codifié. Et on sait que souvent, effectivement, pour déclarer la guerre, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs, eh bien on trouve des prétextes. Mais là, on nous a expliqué qu'on allait envoyer des inspecteurs de l'autorité de l'ONU pour pouvoir vérifier les armes de destruction massive, ce qui n'existait pas, on le savait, c'était un mensonge. On a fait exploser à ce moment-là, à mon avis, en tout cas, certains, je ne dis pas que je ne suis pas naïf sur l'ordre international, mais en tout cas, certains garde-fous, certaines préventions en matière de droit international. À partir de là, tout était possible. Et d'ailleurs, tout a été possible. Puisqu'on a mis en place ensuite des opérations militaires sans déclarer la guerre. Et maintenant, on vous parle d'utilisation, on utilise une technologie qui est devenue un mode de meurtre. On drone les gens, on les drone. Donc c'est quand même incroyable. Vous voyez l'évolution d'un mensonge fondamental, on arrive à développer toute une technologie et toute une pratique militaire où on s'affranchit intégralement de toutes les conventions internationales qu'il y avait sur le droit de la guerre. Mais tout. On drone les gens, voilà. Alors on nous explique que les gens ont été neutralisés, voilà. Ils ont été dronés. Mais enfin, voilà. Donc, et c'est ça, un peu, quand même, l'état d'urgence. C'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir d'un moment crucial et fondamental de l'histoire, en mon sens, de l'évolution, parce que le droit, c'est aussi de l'histoire, enfin, c'est à ce moment-là, eh bien, on détruit intégralement toute une construction qui permettait de garantir des choses. Hein, voilà. Et à ce moment-là, tout est possible, on développe les choses. Et c'est à mon avis, d'ailleurs, le problème de ce gouvernement pour l'état d'urgence. C'est-à-dire que l'état d'urgence existait. C'est la loi de 55 qui pouvait durer 12 jours. Pourquoi ne pas l'avoir laissé pour 12 jours? C'était largement suffisant. Non, ils se sont lancés là-dedans, et c'est terminé. C'est devenu un droit positif. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'état d'urgence. Voilà. Donc ça veut dire quoi l'état d'urgence? On en parlera tout à l'heure, mais ça veut dire que finalement, sous prétexte d'ordre public, eh bien, finalement, on a fait exposer tous les cadres de garantie de procédure pénale. Voilà. La notion de hiérarchie des normes. Ben oui, donc notre état de droit est fondé sur cette hiérarchie des normes. À partir du moment où vous exposez le modèle supérieur, la Convention internationale, sur le droit de la guerre, où vous exposez finalement le fonctionnement de l'ONU, etc., eh bien, il n'y a plus de hiérarchie des normes possible. À quoi voulez-vous vous raccrocher? À une Convention européenne des droits de l'homme que l'on n'applique pas, à une déclaration universelle des droits de l'homme qui effectivement devient un lambeau, puisqu'elle n'est plus pratiquée. Elle existe historiquement, mais elle n'est plus pratiquée. Vous avez fait exploser le cadre international, mais en faisant exploser le cadre international, vous avez fait aussi exploser les normes internes qui devaient s'y référer. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé, effectivement, à partir de ce moment-là. Et donc, évidemment, du coup, on assiste à de nouvelles manières de traiter le droit qui n'est plus, finalement, en lien par rapport à cette hiérarchie avec des principes fondamentaux, mais qui est en lien avec des considérations économiques ou des considérations géopolitiques ou économiques.
Par exemple, donc, on parle du TAFTA. Bon, TAFTA, moi, ce qui je trouve le plus incroyable, c'est que cette négociation, elle est secrète. L'un des principes fondamentaux quand même du droit, c'est la transparence, c'est l'accès effectivement des personnes, des différentes personnes qui vont subir ensuite cette convention à une transparence. Eh bien non, on a mis en place cette discussion, elle est bien secrète. Bah, évidemment, à partir du moment où on a fait tout exploser, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut, et on nous explique que c'est une convention internationale qui va s'appliquer ensuite. C'est quand même fou. C'est plus du droit, c'est autre chose. En tout cas, c'est plus du droit tel qu'on le concevait raccroché dans le cadre d'un état de droit à la hiérarchie des normes fondamentales. On multiplie les conventions qui mettent à bas intégralement l'ordre ancien, qui est l'ordre effectivement ancien, mais qui était finalement jusqu'à présent celui qui nous a permis d'avoir quelques libertés. Eh bien, c'est le problème des transferts de données personnelles. C'est une négociation en cours sur le problème des transferts des données personnelles vers les entreprises établies aux USA. Donc, les Américains veulent imposer que les données personnelles européennes puissent être gérées non plus par une autorité européenne, mais par une autorité américaine. Voilà. Enfin, à gros traits, c'est ça. Et il y aurait un médiateur qui permettrait effectivement de pouvoir gérer ce transfert des données personnelles, mais qui serait implanté aux USA. Voilà. Et donc, on retirait. Le problème fondamental, c'est qu'on n'a pas le même standard de protection en matière de données personnelles. Il y a deux protections qui sont importantes en France, qui ont été développées par la loi 78, puis ensuite après repris plus ou moins sur le continent européen. C'est premièrement que les personnes peuvent accéder à l'enregistrement informatique pour demander une rectification. Donc c'est le droit personnel à pouvoir accéder, d'abord à savoir que vous êtes d'une part enregistré sur un fichier et à pouvoir le faire rectifier. Parce que ça n'existe pas. Et donc, cette nouvelle convention passerait outre ce droit. Voilà, c'est réglé. Et puis, effectivement, aussi, aux USA, depuis la guerre contre le terrorisme qui s'est développée, eh bien, on met en place une collecte d'informations nominatives sur un texte de défense nationale, ce que reprend cette nouvelle convention, et donc on n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Donc vous voyez, par exemple, ça, c'est un cas intéressant. En France, depuis 1978, on a essayé de développer le pouvoir du citoyen par rapport à l'utilisation de ces données nominatives. Bon, avec cette négociation internationale, on fait exploser le cadre définitivement. Définitivement. Il n'y a plus rien. Alors, après, on peut avoir une interprétation. Je vous ai dit tout à l'heure, certains disent que c'est l'Empire, finalement, qui décide. Et nous ne sommes que des féodaux autour, et on doit se plier à la norme de l'Empire. Bon, peut-être. En tout cas, ça a des conséquences sur le fonctionnement interne de l'intégralité des pays européens et des États de droit. Voilà, qui étaient... Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a quand même beaucoup d'États de droit dans le monde. Hein, c'est pas quelque chose qui est quand même très développé. Encore plus avancé que ça. Parce que vous avez effectivement la négociation du TAFTA, et puis vous avez mis en place une réforme du droit civil, parce que des réformes en ce moment ça y va. En réalité, plein sont prises par ordonnance. Alors on peut nous expliquer que faut les prendre par ordonnance, parce que sinon les pas parlementaires aboutiraient à rendre des textes incohérents, ce serait le bordel, quoi, en gros. Hein, donc il vaut mieux faire une ordonnance. Bon, pourquoi pas, mais en tout cas, se met en place en tout cas une réforme du droit des contrats. Donc le droit des contrats, c'est... certains ne savent pas trop, mais c'est le cœur du droit civil. Le code civil, c'est le droit des contrats. Hein, voilà. Donc se met en place une réforme du droit des contrats. Je l'ai lu, alors c'est vrai qu'on a du mal, parce que ce sont des notions juridiques qui sont ciselées au fur et à mesure par la jurisprudence. Donc c'est compliqué de voir l'impact que va avoir une réforme fondamentale du droit des contrats sur la suite des événements. Enfin, il faut savoir quand même que dans le préambule de cette réforme du droit des contrats, la référence explicite, c'est les négociations internationales qui s'appellent Doing Business. Parce que ça vous dit quelque chose? Faire du fric, ça s'appelle comme ça, la traduction, Doing Business, c'est faire du fric. C'est une négociation internationale qui a eu lieu dans les années 2000-2010 et qui a d'ailleurs, du coup, après abouti
à la mise en place de négociations différentes, et notamment le TAFTA. Hein. Donc se met en place en France, donc un réforme du droit des contrats qui va être pris vraisemblablement par ordonnance. Alors ça c'est une information. Et après concernant le tribunal arbitral, bah oui, le problème effectivement c'est la mise disons, on s'écarte, on contourne le juge naturel, c'est le cas de le dire, c'est le juge naturel, qui est le juge de l'État, où a été conclu le contrat. Alors évidemment le problème c'est où le juge s'exécute le contrat, ce qui est plutôt le cas en France, parce que maintenant on a peu d'industrie. C'est sur le respect de la hiérarchie des normes. Le débat qu'on a eu sur la déchéance de nationalité, moi il y a des phrases qui m'ont vraiment surpris de la part des conseillers ministériels ou même des ministres qui nous expliquaient que la Convention sur les apatrides, on s'asseyait dessus. Vous pouvez faire des apatrides, c'est pas très grave, la France n'allait pas la signer. Voilà. Donc on pouvait s'asseoir dessus. C'est ce qui a été dit quand même. Je ne sais pas si vous vous rappelez, certaines autorités gouvernementales nous disent oh oui, la France a signé des conventions, ou les a pas encore tout à fait signées, ou on a fait des réserves sur ces conventions, donc on n'est pas lié. Voilà. Donc on fait ce qu'on veut. Donc on peut créer des apatrides. Non mais c'est délirant. C'était tout simplement délirant. Mais que à cette échelle-là, gouvernementale, on vous le dise, c'est encore plus hallucinant. Voilà. Moins en moins appel, effectivement, à la notion de hiérarchie des normes, et on se contrefout finalement la Déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions qui ont été signées, qui permettent de garantir les droits des citoyens dans différents domaines, droits de la guerre, droits sociaux évidemment, et droits fondamentaux. Donc c'est quand même un problème, et c'est une atteinte, à mon avis, importante, un premier pilier qui est le respect de la hiérarchie des normes pour un état de droit. Parce qu'un état de droit, effectivement, qui ne respecte plus des normes internationales, s'il n'y a plus une norme internationale, il ne va pas rester longtemps en vie, cet état de droit. Ce ne sera pas possible. Par rapport à la perte de souveraineté à l'Europe, je vous dirais qu'il y a deux Europes. Il y a l'Europe commerciale, voilà, des traités divers et variés, puis il y a l'Europe du Conseil de l'Europe, qui est assise sur les principes fondamentaux. Et tout le débat que l'on a en matière européenne et judiciaire, c'est de savoir si par exemple l'Europe économique adhère ou pas au Conseil de l'Europe. Si l'organisation, la Commission européenne, etc., la Cour de justice des communautés européennes, qui ne traite uniquement que des affaires de contentieux commerciaux, doit appliquer ou pas des principes fondamentaux qui ont été développés par le Conseil de l'Europe. Et c'est bien le problème, c'est-à-dire qu'effectivement, on a assisté au grignotage de ces principes fondamentaux et organisationnels en matière de droits de l'homme, notamment, par des préoccupations purement économiques. Mais il existe deux Europes, celle de la traité de Rome et puis des autres traités de Maastricht, etc., qui a abouti à la Commission, qui a abouti à la Cour de justice des communautés européennes, etc., bon, où il y a des pertes de souveraineté importantes. Et il existe une autre Europe, qui s'appelle le Conseil de l'Europe, avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui permet effectivement, à la suite d'un processus judiciaire insatisfaisant, de sanctionner les États pour des manquements graves aux droits de l'homme. Donc les choses sont plus compliquées. Voilà. Et tout le débat aussi, c'est de savoir si la Cour de justice des communautés européennes, qui applique le droit de la libre et non faussée, doit aussi appliquer des principes fondamentaux qui ont des conséquences sociales. Hein. Et c'est pas encore résolu ça, hein, parce que là, on suit là pour le coup le schéma développé par les Américains, quoi, depuis ce mensonge fondamental. Sur la base d'un mensonge. D'un mensonge fondamental. C'est vachement impressionnant quand vous voyez en perspective historique cette chose qui nous tombe dessus maintenant. Et c'est ça pour ça que je vous dis que les évolutions, je trouve qu'il y a des structures de pensée, de pratiques qui se mettent en place, qui ensuite après peuvent être morbides, quoi. L'arrivée de Orban, etc., contamine aussi les pratiques de ces pays-là, ou la Pologne, pareil, qui ont des pratiques à la fois antidémocratiques et contre l'état de droit, contamine aussi le fonctionnement des institutions européennes. Voilà. Je pense que c'est un virus qui est rentré dans un truc et qui se développe ensuite. Et du coup, on va demander moins de choses. Pour maintenir ces pays au sein de l'Europe,
pas créer d'incidents, on va abaisser des garanties. Pour raccrocher justement à un cursus historique, enfin un processus historique qui aboutit à ce qu'on est actuellement, et s'y raccrocher pour pouvoir justement résister d'une part et proposer d'autres alternatives. Parce que c'est ce que je disais, moi il me semble que dans ces états totalitaires, etc., dans cette fonction totalitaire, il y a une volonté de casser le lien avec l'histoire. Voilà, l'histoire des luttes, l'histoire de l'évolution, voilà, de enfin voilà, l'histoire, notre histoire, qui a abouti à ce qu'on puisse avoir des droits garantis, etc. Et cette volonté de casser l'histoire et de casser la mémoire, finalement, c'est à mon avis aussi un élément important dans lequel il ne faut pas tomber. Le trépied de l'état de droit, c'est l'égalité devant le droit, c'est-à-dire qu'effectivement, l'État doit aussi permettre une égalité devant le droit et une égalité des situations juridiques. Et on verra que cette égalité, actuellement, est de plus en plus, évidemment, reniée. Et je pense que c'est, par exemple, le loi El Khomri, c'est le problème de la notion d'égalité, finalement, je pense. Parce que quand il y a une inégalité très forte, justement, le droit doit compenser cette inégalité pour retourner à une égalité. C'est un peu ça le problème. Et par exemple, sur le contrat de travail, je trouve qu'on oublie que c'est un lien de subordination. Et que, bien sûr, qu'il y a une inégalité, c'est évident. Et que donc le droit est là pour essayer de compenser. Si on nous dit que ça n'existe pas, le lien de subordination, en droit du travail, à ce moment-là, il n'y a plus de droit du travail, tout simplement. C'est aussi simple que ça, je pense. Pour vous parler de ça, une petite transition, c'est l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Donc là, c'est les droits fondamentaux. Ces droits sont la liberté, la propriété, c'est-à-dire les bourgeois, il ne fallait pas l'oublier, la sûreté et la résistance à l'oppression. Voilà, donc c'est quand même l'article 2. Donc je dis que la sûreté, c'était les droits des citoyens par rapport à l'État, mais la sûreté, c'est certes ces droits à l'arbitraire de l'État, et c'est le droit aussi à ce que l'on appelle la sécurité juridique. La sécurité juridique, c'est quand même important. C'est-à-dire, ça veut dire que dans une certaine période, on appliquera le même droit pour tout le monde et qu'il ne changera pas de manière fondamentale parce que, effectivement, eh bien, un système fiable, juridique, repose sur la notion de sécurité. Sécurité juridique aussi. Or, qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, d'abord, premièrement, on a vu la maladie sarkozienne qui était à chaque affaire médiatique grave, effectivement, de faire voter une loi. Bon, ça c'est la première chose. On a une accumulation de textes répressifs, parfois incohérents les uns avec les autres, mais pour montrer que l'échelon politique faisait quelque chose, ce qui fait que ça a modifié. On peut dire, enfin, je ne sais pas si Jean-Jacques Candini pense la même chose, mais on peut dire qu'il n'y a pas de sécurité juridique en matière pénale. C'est fini, il n'y en a plus. Il y a eu trop de textes qui ont été votés. D'ailleurs, la plupart des juristes qui font le droit pénal parfois ont du mal à s'y retrouver. Même en matière d'exécution des peines, enfin, il y a des problèmes de sécurité juridique, effectivement. À la fois pour les professionnels et pour ceux qui subissent les situations. Donc c'est quand même un problème. Donc cette sécurité juridique n'est pas assurée. En tout cas, elle est reniée. On a assisté petit à petit au vote de textes de qualification pénale qui sont devenus de plus en plus flous. Et la notion de qualification pénale, de qualification juridique est importante en matière en droit civil, pénal d'ailleurs. C'est-à-dire que vous avez une situation de fait et vous devez la qualifier. C'est-à-dire que finalement, le professionnel va donner une catégorie juridique à un fait qui s'est produit. Ça peut être aussi bien au civil qu'au pénal. Mais prenons le cas du pénal parce que c'est le plus parlant, c'est celui que les gens connaissent le mieux. Par exemple, vous avez une personne qui rentre, je vous dis cet exemple-là parce que je l'ai vécu, donc, qui rentre dans ce qu'on appelle un point chaud. Vous savez, c'est des boulangeries de nuit, etc. Vous pouvez acheter des sandwichs chauds, etc. Avec un revolver, dont on saura plus tard que c'est un revolver en plastique, un jouet d'enfant. Il demande la caisse. L'homme effrayé en face, le vendeur effrayé, lui donne la caisse et il s'en va, bon, il s'est arrêté plus tard. Ces faits se produisent
allez, disons dans un grand centre urbain, Montpellier, et se produisent à Aurillac, croyez-vous qu'on aura la même qualification juridique? Mais non. Pour une affaire, on sera dans le cadre d'une affaire correctionnelle. Ça passera en correctionnelle, voire même peut-être en comparution immédiate. Parce qu'on a retrouvé l'auteur, on a retrouvé son pistolet en plastique, on a trouvé les 30 € qu'il a pris dans la caisse. On sera dans le cadre d'une qualification de violence. Cause des blessures avec violence, voilà. Ou vol avec violence, mais voilà, ça sera du correctionnel. Alors pourquoi on fera ça? Parce que premièrement, dans un centre urbain, il y a beaucoup d'affaires comme ça, donc on ne va pas tous les passer aux assises, on ne peut pas. Et puis deuxièmement, parce que peut-être le jeu ne vaut pas la chandelle, effectivement, ça correspond finalement à l'intention de l'auteur. Voler avec violence pour récupérer 20 €. Ah, Aurillac, où il n'y a jamais d'affaire comme ça. C'est un braquage, c'est un vol avec arme. Voire même avec une circonstance aggravante de nuit, enfin bref, c'est un vol avec arme et ça passe aux assises. La personne est donc déférée devant un juge d'instruction, une mise en détention provisoire, elle passe aux assises, elle peut prendre 10 ans. Voilà, et au correctionnel à Montpellier, je ne sais pas combien ça vaut, un vol avec violence, tout ça, ça peut valoir 4-5 ans. Enfin, voilà, je ne sais pas. Même pas. Je ne sais pas. Donc, ça vaut, voilà. Ça fonctionne comme ça. Bon, ça fonctionne comme ça, parce qu'effectivement, il y a une règle qui est un peu une règle, je dirais, anthropologique. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un endroit où il ne se passe rien, il se passe quelque chose comme ça, c'est ressenti par les personnes comme quelque chose de très grave, qui doivent faire l'objet donc de la qualification la plus haute. À Montpellier, c'est une intention de l'auteur, c'est pas celle-là, etc. Bref, ça vous montre que déjà, sur la notion d'égalité, c'est compliqué. C'est compliqué, et c'est une pratique judiciaire que j'ai toujours connue, moi. C'est pas parce que c'est l'urgence juridique qu'on fait ça. Non, non, j'ai toujours connu ça. Donc la notion d'égalité, c'est compliqué à faire exister, même avec les meilleures intentions du monde, finalement. Hein. Ça dépend du contexte sociologique, émotionnel, etc., de ce qui s'est passé du fait divers. Et maintenant, en plus, quand vous obtenez des qualifications, quand vous créez des qualifications pénales floues, c'est encore plus compliqué. Par exemple, donc, tout ce qui est lié au terrorisme. La notion de terrorisme n'est pas... la notion de terrorisme en France et en Europe fait l'objet d'une grande discussion. Qu'est-ce qu'un terroriste? Est-ce que le terrorisme, c'est un comportement violent et grave, comme ça a pu se passer effectivement en France récemment, ou c'est appartenir à une organisation et donner les moyens de développer des projets terroristes? C'est pas la même chose déjà. On a eu pendant très longtemps des juges d'instruction, et encore maintenant, à Paris, qui mettaient en place la politique du filet, du coup de filet. C'est-à-dire que, avec la qualification large d'association dans un but terroriste, eh bien, on pouvait effectivement embarquer un tas de personnes, voire même parfois des gens qui n'avaient absolument rien à voir avec le terrorisme en question. Alors, on a eu plusieurs procès là-dessus, Chalabi, etc., plusieurs procès où les tribunaux, etc., ont dû relaxer 70% des personnes. Pourquoi? Parce que, par exemple, ce juge d'instruction qui est maintenant à la retraite, Bruguière, avait inventé la notion d'appartement terroriste. C'était intéressant, c'est-à-dire que le propriétaire qui louait un locataire n'était pas forcément au courant de l'activité terroriste de son locataire, voire même le locataire n'avait pas l'activité terroriste, il l'avait souillé encore à quelqu'un d'autre, qui lui-même avait souillé à quelqu'un d'autre. Bref, et bien le propriétaire se trouvait dans l'affaire pour ayant effectivement donné des moyens à l'organisme terroriste d'exister, et donc il était renvoyé aussi, etc. etc. Donc on avait une conception très large. Alors, cette conception large de la notion, dans l'empreinte terroriste, on pourrait dire ça comme ça, elle s'est encore plus développée actuellement avec les écoutes téléphoniques. À partir du moment où finalement vous êtes une personne sur écoute téléphonique, vous lui téléphonez mais pour autre chose, parce que vous allez acheter sur le bon coin sa paire d'espadrilles, eh bien vous êtes effectivement à ce moment-là dans le filet, tout simplement. Vous êtes dans le filet. Alors qu'est-ce qu'on en fait du filet après, c'est un autre problème, mais vous êtes dans le filet. Donc c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'effectivement
en tout cas pour revenir un peu à son état d'urgence, c'est qu'effectivement les EMC catchers qui se mettent en place, c'est ça. C'est-à-dire qu'on met en place des filets, et dans les filets on va ramasser des gens, et on ne sait pas ce qu'on va faire de ces informations. C'est ça le problème. Voilà. C'est pas qu'il ne faut pas lutter contre le terrorisme, je pense qu'il faut y lutter effectivement de manière très efficace et pertinente, mais pas finalement en ramassant tout un quartier, quoi. Ça me semble pas possible. Et pourtant c'est ce qui se pratique. Donc vous voyez, donc la notion de qualification juridique est compliquée à utiliser. Elle est compliquée à utiliser, et encore plus quand la qualification devient floue. Et c'est ce qui s'est passé avec les différentes infractions pénales que l'on a créées pour mettre en place la guerre contre le terrorisme. Alors, la notion de guerre contre le terrorisme est intéressante aussi d'ailleurs, en soi. Puisque, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 70, les Américains avaient développé la guerre contre la drogue. On est à peu près, après 2001, ils ont développé la guerre contre le terrorisme. Est-ce qu'il y a eu des résultats de la guerre contre la drogue? On peut se poser vraiment la question. Est-ce qu'il y aura des résultats de la guerre contre le terrorisme? Je ne sais pas. En tout cas, effectivement, si on fait un parallèle, il n'est pas vraiment en faveur de ce type de politique. Sur la notion de terrorisme, par exemple, qui est importante, puisque c'est actuellement ce qu'on vit, pose. Il y a des jeunes qui partent faire le djihad. Bon, d'accord, je pense qu'il faut effectivement mettre en place des mesures, tout simplement renforcer le tissu socio-éducatif pour essayer de travailler avec ces gens-là, etc. Enfin, voilà, c'est une mesure de droit commun qui a été désertée depuis 15 ans. Hein, les subventions, on a mis en place des caméras de vidéosurveillance. D'ailleurs, il faut savoir que le budget, une grande partie du budget de l'éducation spécialisée est passé à l'achat des caméras de vidéosurveillance, hein, depuis 10-15 ans. Donc on devrait peut-être quand même revoir le problème, c'est-à-dire effectivement réorienter cette politique publique, et pas forcément essayer de faire dans le droit commun. Je pense qu'effectivement on a un principe d'égalité, et que ce principe d'égalité doit aboutir à ce qu'on mette en place un supplément de moyens dans le cadre du droit commun. Puis après il y a des problèmes des gens qui reviennent de Syrie après avoir participé à l'État islamique. Et c'est bien là, alors là, évidemment, j'ai une position très jusqu'au-boutiste. Je me dis, mais je vous dis, actuellement, ils font l'objet d'une inculpation pour association d'entreprises terroristes, et puis ils sont mis en détention, puis on ne sait pas ce qu'on va en faire, en gros. Qu'est-ce qui se passe? On est dans un flou total. On nous explique, le gouvernement actuellement est en train de nous expliquer, et ça va vous dire quelque chose, qu'on pourrait mettre en place des centres dans lesquels ils seraient fermés et qui pourraient essayer de les déradicaliser. Mais le statut juridique de ces centres fermés, on ne sait pas. Ça pourrait être peut-être comme un Guantanamo. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a un problème. On a un problème pour traiter, pour appréhender juridiquement cette difficulté. Moi, je trouve que, effectivement, qu'on s'intéresse aux personnes qui reviennent, qu'on les place maintenant provisoire, bon, ça me choque absolument pas, moi, personnellement. Mais je pense que la qualification juridique n'est pas la bonne. Je pense qu'effectivement, il faut quand même voir un peu au niveau dessus. Et d'ailleurs, ce qui permettrait d'avoir... Il y a eu des expériences très intéressantes internationales en matière de crimes contre l'humanité, de génocide, où on a vu qu'il y avait des exécutants, et que ces exécutants n'avaient pas la même responsabilité que ceux qui mettent en place les ordres. Et donc je ne comprends pas comment se fait-il que, évidemment, comme on a fait exploser l'échelon international, maintenant on ne peut pas faire grand-chose, mais comment se fait-il qu'on n'ait pas posé la question, puisque c'est un phénomène qui se développe en Europe de manière générale, pourquoi on ne met pas en place un tribunal pénal international qui permettrait à la fois, effectivement, d'utiliser une qualification juridique qui serait, à mon avis, douane, si les éléments sont constitués, bien sûr, hein, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, ça permettrait peut-être d'éviter de créer ces centres, justement, pour pouvoir distinguer ceux qui ont vraiment participé de ceux qui ne l'ont pas fait, parce qu'on peut le faire, puisqu'on arrive bien à droner des gens sur place, je pense que les informations, on les a. Donc, je dis effectivement que là encore, on est en train de partir sur un biais qui va nous amener dans des graves difficultés, style Guantanamo. Je vois pourquoi on utilise la pratique américaine qui consiste à faire exploser intégralement tout ce qu'on a pu apprendre de Nuremberg, finalement, pour mettre en place une politique militaire, exclusivement militaire, et qui
complètement désincarné par rapport aux conventions qu'on avait votées, qu'on avait mis en place, parce qu'on avait déjà connu une horreur comme ça. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, le droit, il y a plusieurs possibilités quand même. Et que le choix qui a été fait est un choix, soit il est dicté effectivement par des pratiques nord-américaines en gros, hein, soit on les imite. En tout cas, à mon avis, on a vu le résultat que ça donnait. Les Américains n'arrivent pas à s'en sortir de Guantanamo. Ils n'arrivent pas. Et on va le faire en France. Alors qu'effectivement, peut-être qu'on pourrait faire différemment, et tout en étant en plus, à mon avis, conforme aux principes fondamentaux, finalement, qui ont été développés par des tribunaux internationaux après la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a une étude historique qui me semble là intéressante, et que là on refuse de voir, qui s'est développée depuis 10-15 ans. C'est-à-dire qu'on essaye d'intervenir avant que le fait soit commis. Alors c'est un peu compliqué, parce qu'effectivement on a un état de droit et un droit pénal qui présuppose que des faits soient commis pour qu'on puisse intervenir. Donc là on est vraiment dans quelque chose d'inverse, et c'est la porte ouverte effectivement à différentes analyses comportementales. Je ne sais pas, peut-être que vous avez eu un jour un débat sur le comportementalisme. C'est vrai que et ces fondements plus ou moins scientifiques dont on pourrait discuter, donc justement. Et en tout cas, oui, se mettent en place des critères de comportement, et on estime que les personnes qui sont censées, alors je ne sais plus la phrase exacte, mais en fait, c'est de développer en pensée un commencement d'exécution, qui vous place sous la loi pénale par rapport au terrorisme, par rapport à différentes autres infractions. Donc c'est vrai que c'est un réel problème. Ajouter à cela, là je pense aussi peut-être à Rousseau, c'est qu'en ce moment on nous reparle, avec l'affaire Denis Baupin, on nous reparle de faire sauter les prescriptions, en disant qu'effectivement les prescriptions ne sont pas importantes, et qu'il faudrait rendre les choses imprescriptibles. Les infractions sexuelles, etc. Bref. C'est compliqué quand même, hein. Je pense qu'on là aussi c'est pareil, on est dans quelque chose qui va être difficilement maîtrisable. Hein. L'imprescriptibilité, c'est compliqué. En réalité, eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le droit du travail, c'est pareil. On a développé quand même depuis les 50 dernières années, ou même avant, même plus, un droit du travail qui est basé sur un principe fondamental qui est que le contrat de travail, c'est un lien de subordination. On nous explique que finalement, non, tout le monde est libre de négocier son contrat de travail, et que donc il n'y a pas de lien de subordination. En gros, c'est ça. Hein, c'est un peu ça le principe fondamental qui est dans la loi El Khomri, c'est ça. Hein, et que finalement, aussi, on va pouvoir, les problèmes de regroupement financier et puis de plans sociaux qui dépassent le cadre national non plus, on ne peut pas le traiter. Alors qu'en fait, on est vraiment en plein dans la mondialisation, et que donc on devrait quand même se poser ce type de questions. Voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement, on restreint tout le travail qui a pu être fait en matière de droit du travail, on revient à zéro, quoi. On a évacué intégralement toutes les règles du droit du travail. Alors, on nous explique que c'était un trop gros code et qu'il fallait le jeter. Certes, mais il y avait des principes fondamentaux quand même dedans. Voilà. Alors, si on ne les jette pas dedans, c'est pas un problème. Il y a toujours une compétition entre le droit romain, le droit écrit, et la common law, donc c'est évident. D'ailleurs, ce qui pose problème d'ailleurs avec les Anglais. Enfin, et on assiste à l'importation de concepts qui n'ont rien à voir avec notre fonctionnement juridique ou judiciaire, bien sûr. Ça, c'est avéré. Et justement, les traités qui couvrent tout ça, comme le TAFTA, etc., ça va aboutir à ça. Ça va accélérer cette transformation, ou cette modification, ou cette substitution. Le droit, c'est pas quelque chose qui est abstrait. C'est quelque chose, enfin, alors après, on peut avoir plusieurs conceptions du droit. Moi, je pense que c'est aussi un rapport de force, et que le rapport de force est en train de le perdre. Voilà. De manière bizarre, c'est-à-dire qu'on le perd par absence de combat. Voilà. C'est-à-dire que par absence de volonté politique, de résister. Il y a quelqu'un qui a écrit La trahison des élites. Voilà, il y a un peu de ça quand même. Et puis après, effectivement, troisième trépied dont je vous parlerai, l'indépendance de la justice. Qu'est-ce que l'indépendance de la justice? La justice peut-elle être indépendante d'ailleurs?
Alors évidemment, en France, les choses sont plus compliquées. Dès l'instant qu'on a parlé d'état de droit en France, les notions vont s'entrechoquer. Vous allez entendre des personnes qui vont parler de l'état de droit et de la démocratie représentative. Deux notions complètement différentes. C'est vrai que les lois sont votées dans le cadre d'une démocratie représentative, mais l'état de droit, je vous ai expliqué, c'est un peu différent. On n'est pas tout à fait dans la même chose. Ça va avec, mais c'est pas la même notion. On vous parlera aussi souvent de république. La république, pas forcément démocratique, et elle n'est pas forcément fondée sur la notion d'état de droit. Donc les Romains, certes, avaient une république, mais c'était un fonctionnement un peu différent de l'autre quand même. Notamment au niveau démocratique. Les Grecs aussi. Donc c'est des notions qui s'entrechoquent en ce moment. On nous explique, Manuel Valls nous a dit que par exemple, pour préserver l'état de droit, il fallait mettre en place l'état d'exception. C'est quand même assez incroyable. C'est assez incroyable. Cette confusion des genres aboutit à mon avis, à un confusionnisme total. Et c'est pas une vision. Le droit, c'est un langage en fait. Le droit est un langage précis. On pourrait avoir et je vous en parlerai après. Et donc, évidemment, dès l'instant qu'on commence à renier la notion et qu'on ne parle plus de la même chose, eh bien, effectivement, l'arbitraire arrive. Le droit nécessite des concepts précis. Or là, c'est pas la tendance sur laquelle on évolue. Alors, d'ailleurs, en plus, en France, nous avons une chose extraordinaire qui s'appelle la Constitution de 58, 5e République. Et il y a quand même plusieurs éléments. Une constitution bonapartiste, tout le monde l'a dit, le pouvoir du chef, du président de la République. Maintenant, tout le monde est suspendu à l'élection présidentielle, qui est élu sur une chose et qui fait l'inverse. Je cite simplement deux articles. L'article 56. L'article 56 concerne le Conseil constitutionnel. Alors, c'est important dans un état de droit, puisque c'est justement la juridiction qui va vérifier la compatibilité des lois quand il est saisi, on pourrait parler du mode de saisie du Conseil, avec la Constitution et voir les traités internationaux, parce que au-dessus de la Constitution, il y a les traités internationaux. Le président du Conseil constitutionnel, est nommé par le président de la République. C'est réglé. C'est réglé. Le président du Conseil a voix prépondérante en cas de partage. Voilà. Donc il est évident que nous avons un Conseil constitutionnel qui n'est pas indépendant, qui n'est pas une cour constitutionnelle, comme elle peut l'être un peu en Allemagne ou dans d'autres pays. C'est un organe qui dépend du Parlement. Article 64. L'article 64 parle de l'autorité judiciaire. Je vous parlerai après de l'autorité judiciaire, ce que c'est que la notion d'autorité judiciaire par rapport à la notion de pouvoir judiciaire. Eh bien, l'article 64 dit « Le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire ». Voilà, les choses sont réglées. Le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Ça ne vous choque pas quelque part. Le président de la République nomme le président du Conseil constitutionnel. Les choses sont quand même un peu compliquées déjà. On voit qu'effectivement, en France, eh bien, sur la notion d'état de droit, on est un peu coincé. Un peu coincé par la Constitution. Et on n'envisage pas de changer ces deux textes, ces deux articles. Je n'ai pas vu une seule réforme sur ce sujet. Il y a eu des pratiques. Après, il y a des pratiques qui ont mis en place des lois organiques, qui ont mis en place des fonctionnements qui permettent de faire un peu souffler ces institutions, mais en réalité, le principe fondamental, c'est que c'est le président de la République qui gère et qui nomme et qui est garant de ces institutions, ce qui pose un problème. Donc c'est pas gagné d'avance pour l'état de droit en France. Alors ce confusionnisme de la pensée, je trouve qu'il est alimenté, donc que je vous l'ai dit, par finalement une habile propagande qui prive le citoyen du sens des mots. Il y a eu un travail qui a été fait à l'époque nazie qui était intéressant par Victor Klemperer, je ne sais pas si vous connaissez, qui parlait de la langue du Troisième Reich et qui a développé effectivement cette approche philologique de la langue qui explique effectivement les différentes dérives auxquelles on peut assister dans un État autoritaire. Par exemple, Hitler disait qu'il était un grand démocrate, mais pourtant il avait simplifié la démocratie. D'ailleurs, Klemperer a été repris récemment par Eric Hazan, c'était mon éditeur du bouquin qui s'en est sorti en 2007, sur le concept de LQR, la propagande du quotidien. Il y a un petit bouquin qui s'appelle La propagande du quotidien, et je vous conseille de le lire,
Eric Hazan fait appel à beaucoup de notions qu'a développé Victor Klemperer sur ce problème-là. Il a développé la notion de novlangue, hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'on utilise effectivement des mots composés qui permettent de priver le mot racine du sens essentiel qu'il a, et ensuite de pouvoir effectivement permettre une acceptation de la part de la population de certains comportements. Hein. Petit à petit, le sens des mots est renié. Et à la fin, on n'arrive plus à savoir de quoi on parle. Alors, je vous l'ai dit, Valls et sa majorité parlementaire nous dit que l'état d'urgence, c'est l'état de droit. Non. L'état d'urgence, ce n'est pas l'état de droit. L'état de droit, je vous l'ai défini tout à l'heure. L'état d'urgence, c'est un état d'exception, justement. C'est-à-dire que c'est l'exception de l'état de droit. Donc on ne peut pas dire que c'est l'état de droit. Quand on dit que l'état d'urgence, c'est l'état de droit, ça veut dire qu'on veut modifier le concept même d'état de droit. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on nous explique que l'état d'urgence va être permanent. Voilà. C'est ça, en fait, qui est derrière. C'est nous expliquer que l'état d'urgence, c'est une notion permanente, qui va fonctionner de manière permanente, et c'est le nouvel état de droit. À ce moment-là, c'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est vraiment pas du tout on est vraiment dans un glissement. Dans un glissement du concept. Quand Lionel Jospin et la droite nous disent que la sécurité est la première des libertés, et ça a été repris, maintenant c'est un fondement, c'est devenu un fondement politique, pas forcément juridique, en tout cas fondement politique. On nous dit, ah, la sécurité est la première des libertés. Mais non, ce n'est pas vrai. C'est pas ça du tout. D'abord, ce qui est prévu par la Constitution, c'est la notion de sûreté, qui a un rapport avec l'état de droit. C'est-à-dire que la sûreté, ça met en place effectivement la sécurité pour les citoyens par rapport à son voisin violent, bien sûr, mais ça met aussi en place la sécurité du citoyen par rapport à l'État et son arbitraire possible, son arbitraire à la fois en matière de violence policière, par exemple, mais aussi en matière d'urbanisme, tout ce que vous voulez. La sécurité n'est pas la première des libertés, non. La sécurité est un principe fonctionnel. On met en place des dispositifs pour obtenir de la sécurité. Mais la liberté est un principe fondamental. C'est pas la même chose. Et donc là, on commence effectivement à nous faire adopter une posture intellectuelle qui est complètement dans la confusion. Premièrement, le Conseil d'État. Le Conseil d'État, je suis désolé, mais alors on se pose des questions sur l'indépendance des juges de l'autorité judiciaire. Les conseillers d'État n'ont aucune indépendance vis-à-vis de l'État. C'est l'État, c'est l'exécutif. Donc c'est l'exécutif qui compose la Cour suprême des tribunaux administratifs. Hein. Voilà. En gros, c'est déjà un problème fondamental, à mon avis, quand même, ça pose une difficulté fondamentale. Voilà, premièrement. Deuxièmement, quand les tribunaux administratifs ne traitaient que de la responsabilité des ouvrages publics et de la responsabilité du fait des choses ou des problèmes de ce style-là entre les citoyens et l'État, ça pouvait effectivement fonctionner. Mais depuis l'état d'urgence, on a confié aux magistrats administratifs, un peu avant avec le droit des étrangers, en tout cas on a confié maintenant clairement un rôle en matière de contrôle des libertés publiques et individuelles. Voilà. Là on est arrivé au bout quand même du raisonnement. C'est-à-dire que on nous explique qu'il faut que les juges soient inamovibles, indépendants, on se pose des questions de savoir si le parquet doit être ou pas nommé dans un quasi conforme du CSM, et puis finalement c'est le préfet qui décide de la perquisition. Voilà. Et puis c'est finalement le juge administratif saisi beaucoup plus tard, a posteriori, et donc pas a priori, comme le juge judiciaire, qui va statuer. Et on nous dit que c'est l'état de droit. C'est quand même un recul. Et donc, mais le problème, il est là, c'est-à-dire qu'effectivement, plutôt que de mettre en place un statut, par exemple, des magistrats administratifs et judiciaires, on pourrait très bien dire, d'accord, il y a plusieurs ordres, il y a plusieurs manières de fonctionner, et plusieurs contentieux différents, on ne peut pas les changer parce que c'est historiquement compliqué, mais on va mettre en place un statut commun de magistrats, calqué sur des garanties d'indépendance, des garanties statutaires, etc. Ça pourrait se faire, ça c'est tout à fait entendable pour tout le monde, mais ce n'est pas le cas. Je suis allé sur le site du Front National et j'ai pris deux propositions phares, qui s'estiment phares pour la justice. Faire évoluer la formation et le parcours des magistrats, en remplaçant l'École nationale de la magistrature
par une filière universitaire de carrière judiciaire. Formation commune aux avocats et aux magistrats, proposant une spécialisation en fin de cursus. Suppression du droit d'être syndiqué. Ah oui, je l'ai dit, le droit de syndiquer, c'est pour eux un problème d'atteinte à la neutralité et à l'indépendance. De la possibilité de s'engager politiquement, d'être candidat. Tout le monde développe, alors ce que développe le Front National, je pense que la droite populaire de l'UMP, enfin des Républicains, est sur cette base-là aussi. Hein. Voire même d'autres personnes dans l'éventail politique de gauche et de droite. Hein. La notion d'impartialité et de neutralité de la justice. Alors c'est vrai que le problème des juges, c'est on veut qu'ils soient indépendants de l'exécutif. En France, ça n'existe pas. Voilà. Les juges du siège sont certes indépendants, bon, moi je pense être indépendant, mais en réalité, je ne le suis pas. Pourquoi? Parce que premièrement, je n'appartiens pas à un pouvoir judiciaire. Alors c'est un débat, certains disent qu'il faut pas revendiquer un pouvoir judiciaire. Ben oui, mais dans le cas d'une séparation des pouvoirs, c'est un pouvoir judiciaire. En France, c'est une autorité judiciaire, c'est pas la même chose. De Gaulle, c'était clair, il ne fallait absolument pas créer un pouvoir judiciaire et créer une séparation des pouvoirs. On l'a vu dans la Constitution. Mais c'est intéressant parce que cette idée qu'il ne faut pas que les juges constituent un pouvoir, est ancienne en France. Elle est même révolutionnaire. C'est d'ailleurs un problème. Je ne vais pas vous faire de confidence, mais enfin, bon, moi j'ai travaillé pendant la dernière présidentielle pour un candidat qui était front de gauche présidentielle à présidentielle. On n'avait pas la même manière de voir l'état de droit. C'est marrant, hein, c'était pas tout à fait la même chose. La notion de l'état de droit et l'indépendance de la justice, c'est quelque chose qui n'est pas répandu, voire même accepté par beaucoup de politiques de droite ou de gauche. Pourquoi? Parce que la France a développé d'abord une parcellisation des ordres juridictionnels. On assiste à l'ordre judiciaire, bien sûr, mais on a l'ordre administratif. D'ailleurs, actuellement, qu'est-ce qui se passe? L'état d'urgence s'appuie sur l'ordre administratif. Parce que c'est pas l'information d'une part, mais surtout parce que les juges administratifs interviennent a posteriori. Et c'est pas eux qui sont dans le cadre d'une gestion immédiate de la police ou des enquêtes. Et les perquisitions administratives qui ont eu lieu récemment, certes, certains avocats ont gagné effectivement l'annulation, mais c'est des faits. Voilà, on intervient, les juges administratifs interviennent a posteriori. Donc on a déjà parcellisé le pouvoir judiciaire, en le sens où on a créé un ordre administratif depuis très longtemps en France, et qu'il n'est pas question pour le moment, je ne connais pas un seul parti politique qui envisage la fusion des ordres. Je n'en connais pas un. J'ai essayé de proposer à certains partis politiques, ils m'ont regardé bizarrement. Donc, ça n'existe pas. On a mis en place aussi une chambre des chambres régionales des comptes et une cour des comptes. Ce qui pose quand même un problème d'ailleurs, parce que finalement, les comptes des collectivités territoriales, des associations assimilées et satellitaires des collectivités territoriales, c'est peut-être là aussi où il y a quand même beaucoup de corruption. Enfin, on pourrait se poser la question. Clientélisme. Eh bien, on a mis en place la loi de décentralisation en 81, c'est ça, en 83. On a mis en place la Chambre régionale des comptes, et on s'est aperçu que ça allait pouvoir effectivement contrôler les comptes des collectivités. Donc on a réduit au fur et à mesure l'intégralité des pouvoirs des chambres régionales des comptes. Jusqu'à maintenant, même maintenant finalement, il s'est mis en place des dispositifs pour rendre l'intégralité des rapports des chambres régionales des comptes non publics. Vous n'en avez que des bouts actuellement, mais vous n'avez pas la vision globale des choses. Parce qu'effectivement, et on a supprimé les chambres régionales des comptes en rationalisant soi-disant budgétairement ce type de fonction. Mais il aurait été intéressant plutôt de rapprocher les chambres régionales des comptes des parquets, par exemple, de l'ordre judiciaire, pour pouvoir avoir une vision réactive des infractions pénales commises dans le cadre des marchés publics. C'est pas le cas. C'est pas le cas, bien au contraire. Souvent, les chambres régionales des comptes saisissent les parquets à la limite de la prescription, ce qui fait que les choses sont prescrites quand l'enquête est ouverte. Voilà. Donc, voilà la réalité. La réalité, c'est effectivement qu'on a parcellisé les ordres juridictionnels, judiciaires, mais depuis longtemps. C'est une évolution historique qui date de 1789.
C'est vrai que sous l'Ancien Régime, les parlements et les juges étaient de tendance aristocratique, donc il y a eu une volonté de casser ça. Mais cette évolution n'a jamais permis, il n'y a pas eu d'évolution ultérieure. Donc parcellisation des ordres judiciaires. Actuellement, on voit bien que l'exécutif se sert de l'ordre administratif pour mettre en place l'état d'urgence, en nous disant que c'est l'état de droit. Voilà, bon, tout va bien. Donc ça c'est quand même une évolution, à mon avis, notable. C'est ce qui se passe actuellement en matière de liberté publique en France, ça va avoir des conséquences pour les 10-15 ans à venir, c'est évident. On nous aura expliqué que les juges judiciaires ne sont pas les seuls garants des libertés individuelles, mais ce sont les juges administratifs. Donc ça va avoir des conséquences importantes pour la suite des événements. Il n'y a pas que juge judiciaire, je parle, il n'y a pas que des juges judiciaires qui interviennent dans la justice, qui rendent des décisions. Chirac a créé des juges de proximité, qui n'ont pas le même statut quand même que les juges judiciaires, ils n'ont pas de syndicat. Les juges de proximité, oui, il ne faut pas adhérer à un syndicat, donc c'est quand même un problème. Et puis on a créé les délégués du procureur, qui agissent au nom du procureur de la République, mais qui ont été recrutés de manière complètement arbitraire. Des anciens gendarmes, des anciens policiers qui veulent faire un peu brave, et qui sont délégués du procureur. Et qui ont des compétences importantes quand même en matière pénale. On a multiplié comme ça, pour des raisons soi-disant économiques et budgétaires, on fait des économies. Alors, donc on ne recrute pas des juges, mais on recrute d'autres personnes qui n'ont pas le même statut. Et ce qui pose quand même une difficulté, puisque... Et puis maintenant, on est en train de recruter des juges réservistes. Parce qu'effectivement, on n'a pas assez de magistrats, et donc les gens qui partent à la retraite, alors on dit, est-ce que vous ne voulez pas venir faire un mi-temps et vous serez réserviste? Voilà. Pour le moment, les juges réservistes ne peuvent pas, alors ça c'est aberrant. Quand vous êtes juge réserviste, j'en ai vu encore un cet après-midi, ils peuvent venir rédiger des jugements, mais ils ne peuvent pas tenir l'audience. Donc ils rédigent des jugements d'audience qu'ils n'ont pas tenus. C'est intéressant quand même, non? Sur le principe fondamental, ça pose un principe fondamental, c'est quand même incroyable. Voilà. Alors qu'est-ce que vous faites de la notion d'audience pénale ou civile, ou ce que vous voulez, où effectivement la procédure est exclusivement écrite, en matière judiciaire, l'oralité est importante. Bon, certes, elle est réduite de plus en plus, mais enfin, c'est quelque chose de principe, quoi. Voilà. Alors, impartialité. Alors évidemment, moi je suis au syndicat de la magistrature, il y a d'autres personnes qui sont à l'USM, le syndicat des magistrats qui est plutôt centre droit. Voilà, il existe des magistrats qui ont des opinions politiques, pas forcément politiciennes, mais politiques, au sens de comment on concevoir la justice dans la cité. Et puis aussi par rapport à leurs problèmes personnels, enfin, à leurs problèmes statutaires, etc. Et travail des syndicats, quoi. Voilà. Eh bien, cette notion de syndicat dans la magistrature est un principe qui a été déclaré fondamental dans le cadre de la Charte européenne des juges. C'est-à-dire qu'on estime qu'un système judiciaire doit avoir la possibilité pour les magistrats d'être syndiqués, magistrats du siège et du parquet, en Europe. Alors, ça c'est intéressant parce que donc il existe, par exemple, je vous le dis à titre anecdotique, mais c'est pas anodin. Il existe des organisations européennes de juges, et donc il existe une organisation auquel adhère le syndicat de la magistrature, qui s'appelle MEDEL, d'ailleurs qui n'est pas forcément européenne, puisqu'on essaie de se développer en dehors de l'Europe. Magistrat européen pour les libertés. Eh bien, croyez-vous, certains pays n'adhèrent pas, il n'y a pas de possibilité. Les Anglais n'ont pas de syndicat dans la magistrature, donc ils ne sont pas prêts d'adhérer à MEDEL. Mais aussi les luxembourgeois. Tiens, en ce moment, par exemple, on assiste à un procès au Luxembourg, le procès LuxLeaks. Eh bien, je ne sais pas, mais en tout cas, les juges qui participent à ce procès n'ont pas le droit d'être syndiqués, puisqu'ils ne sont pas adhérents de MEDEL, et voire même, j'ai jamais entendu parler qu'il y avait un syndicat de magistrats luxembourgeois. Donc,
pour vous dire qu'effectivement, le monde n'est pas parfait, bien sûr, mais que parfois il y a des choses, des situations qui sont révélatrices de beaucoup d'autres choses. Hein. Et donc la notion d'impartialité, c'est aussi celle de possibilité, effectivement, de pouvoir, comme aujourd'hui, faire dire des choses qui peuvent parfois fâcher. Nous, on revendique le droit de grève. Voilà, on le revendique. Donc ce qui est normalement pas prévu par le statut, mais puisqu'on dit qu'on est un syndicat, puisqu'on a le statut de syndicat, un syndicat en France a le droit de grève. Donc on revendique le droit de grève. Donc on a eu plein de problèmes avec les gouvernements de droite qui voulaient poursuivre disciplinairement les gens qui faisaient grève, etc. Mais on l'a toujours revendiqué. Donc pour la loi El Khomri, au niveau national, le syndicat de la magistrature a voté le jour de grève qui était prévu pour aller manifester. Parce qu'on a dit, si vous voulez aller manifester magistrat, il faut que vous fassiez grève, sinon vous ne pouvez pas quitter votre juridiction. Donc on a voté le droit de grève. Dans son accord d'appel, on a été deux. Elle s'est déclarée en grève, c'est-à-dire qu'à prendre le risque d'éventuellement être poursuivi, ou en tout cas que dans votre dossier administratif, Senati, il a encore déposé son truc de grève, là, il me fait chier. Voilà. Et bien voilà, on était deux. Donc alors qu'avant, il y a eu d'autres moments où il y avait plus de monde. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce d'abattement, et la situation de l'état d'urgence, en tout cas les attaques de l'exécutif contre le judiciaire, c'est ressenti comme tel par les collègues, enfin, quand on en parle un peu, ça crée un abattement. Voilà. Et là, il va y avoir des élections, là on a des élections donc, importantes qui se profilent au mois de mai professionnel, puisque ça va calculer la représentativité de chaque syndicat. On verra si le syndicat de la magistrature reste toujours entre 28 et 30%, ou si on prend une baffe. Sous le ministre précédent, on peut penser qu'il n'y a plus eu d'intervention au niveau du parquet, sauf qu'effectivement les choses ont pris une autre dimension en ce qui concerne le fonctionnement pénal. C'est-à-dire que certes il existe un principe qui est fondamental dans tous les systèmes juridiques, c'est le principe du juge naturel. C'est-à-dire, sans qu'il commise par exemple à Montpellier, doit être jugé par un juge qui a sa résidence judiciaire à Montpellier. On met en place des choses un peu automatiques qui font qu'en matière procédurale, il ne peut pas y avoir d'échappatoire. Mais ce principe du juge naturel, qui vient des principes fondamentaux, parce que dès l'instant qu'on ne le respecte pas, on peut penser que vous allez être jugé de manière non impartiale. Parce que quelqu'un aura choisi son juge. Hein. Eh bien, il est renié aussi. Il est renié, que vous le sachiez, par la mise en place d'une organisation administrative. Le but étant effectivement de créer des pôles, et la principale organisation administrative en matière pénale, c'est le pôle antiterroriste de Paris. Moi, j'ai été formé à l'époque à l'ENM, en 86, par un juge d'instruction antiterroriste qui était à Bayonne. En 86, Mitterrand a décidé de centraliser l'intégralité des affaires antiterroristes à Paris. Point, barre. La proximité de parquet antiterroriste et du juge antiterroriste par rapport à l'exécutif est dite. Voilà. Donc, c'est un exemple. Donc ça veut dire qu'effectivement, en matière d'antiterrorisme, on a la raison d'État qui n'est toujours pas très loin. Quoi. Cette mise en place de cette organisation qui aboutit à centraliser les juges et finalement à faire en sorte qu'ils ne soient plus impartialistes, que l'impartialité puisse être mise en doute, parce qu'effectivement ils ont été nommés à un nombre précis, ça s'est mis en place par les pôles interrégionaux contre la criminalité organisée, ça s'est mis en place et ainsi de suite. Il se met en place effectivement des concentrations sous prétexte budgétaire. On dit on n'a pas assez de moyens, alors on va concentrer. Mais oui, en concentrant, eh bien, on met en place une exception au principe du juge naturel. C'est plus Montpellier qui va être compétent, ça va être Toulouse. C'est plus Montpellier qui va être compétent, ça va être Lyon. Et à Lyon, il n'y aura pas. Donc l'affaire sera répartie entre 5 juges, dont 50. Voilà. Donc évidemment, les choses sont différentes. Et donc c'est pour vous expliquer toutes ces évolutions qui se regroupent finalement à la fin et qui portent atteinte finalement à ce que le trépied que je vous ai parlé tout à l'heure, qui était l'état de droit. Et tout ça, ça a un lien avec la situation actuelle. Parce qu'effectivement, les processus administratifs qui sont mis en place, qui ont fait des regroupements, qui ont abouti à la création de parquet antiterroriste à Paris, au lieu d'avoir finalement des juges
antiterroriste dans toute la France, eh bien c'est un lien maintenant avec ce qui se passe. Le fait de vouloir exploser un ordre judiciaire avec plusieurs ordres administratifs, c'est un rapport avec l'état d'urgence, puisqu'on voit bien que le pouvoir exécutif nous dit que l'état de droit est respecté, puisque c'est des juges qui interviennent. Bon. Et dernière chose, le Front National propose la suppression de l'École nationale de magistrature. C'est assez intéressant, parce qu'effectivement, l'École nationale de magistrature permet effectivement de mettre en place une formation qui est un peu plus dédiée à des problématiques comme celle de l'impartialité, la neutralité, enfin des choses qui permettent effectivement d'avoir un regard professionnel sur son travail, avec des formations continues aussi. Là, il nous propose d'exposer ça et de mettre en place finalement aucune formation. Là, nous avons l'état d'urgence qui est prolongé jusqu'en juillet, à cause de d'une manifestation sportive. Moi qui déteste le foot, c'est extraordinaire. Et puis en plus, à côté, on met en place une loi de procédure pénale et une loi pénale qui finalement aboutit à mettre en place l'état d'urgence permanent, puisqu'il y a des principes où on transfère les pouvoirs du juge du siège vers le parquet et du parquet vers le préfet sont inscrits dans cette loi quand même. Je peux vous dire sur l'état de droit, on est en état de droit, eh bien, on s'aperçoit que les trois trépieds finalement, aussi bien international que national et au niveau du statut de la magistrature, eh bien, sont bien reniés. Et que se met en place, à mon avis, il faut faire un travail philologique, effectivement, sur la propagande qui se met en place pour modifier les notions. Mais je pense que ça va même plus loin, parce que c'est essayer de faire une rupture totale avec l'histoire. Voilà, l'histoire récente des 40 dernières années des états de droit contemporains en France et en Europe. Voilà, merci.